Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour un autre numéro mise au point. Matin, nous allons parler économie et nous allons parler d'un sujet qui attire l'attention parce que tout le monde dans le pays. Parce que chaque fois, on dit taux de change, quand pile monde cassé, puisque chaque jour qui arrive, le goût de la pas suspendre pour un pataswell dans les dollars. Pas plus que hier, où tu as besoin de 90 gouttes 50 à l'achat et 91 gouttes 50 à la vente dans plusieurs banques commerciales dans le pays. Qui ça fait en si peu de temps, bah, la déraper comme ça, bah, la dégringoler comme ça. Qui explication nous qu'a joindre à ça qui a passé aujourd'hui par rapport à la question de taux de change là et qui mesure, qui est susceptible, qui t'a de prendre pour faciliter, nous redresser la situation. C'est ça que nous allons regarder matin dans l'émission Mise au point avec économiste Enomi Germain qui a accepté de faire exercice là avec nous. Monsieur Germain, c'est un plaisir pour nous dire matin sur TNH. C'est un plaisir d'être là, Sergino. Et qui me salue toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs émission Mise au point. Et nous allons parler économie, nous allons parler taux de change, peut-être nous allons parler une énième fois. Pourquoi? Parce que justement, sont questions que plusieurs autres économistes, sauf les camarades économistes, comprennent Rifard Serran, comprennent Idir Emile, ces amis-là, qui comprennent Thomas Lalim, comprennent Frit Jean. C'est même question, on a parlé chaque jour. Donc finalement, on dit qu'on arrive dans une situation de découragement, mais en tout cas, ça n'a pas dû empêcher nous continuer par des explications ou bien soulever faire des plaidoyers dans un sens ou dans l'autre pour que, au final, on gagne les gouvernants ou bien les politiques qui comprennent la nécessité pour qu'ils agissent de manière à stabiliser l'ensemble des prix dans l'économie, notamment le taux de change, en tout cas, qui sont prix qui préoccupent tout le monde. Vous connaissez tout faire un peu de pédagogie dans l'émission ça, bon démarrer comme ça, taux de change, ça veut dire qui ça? On a parlé de ça. Bon, nous disons là déjà, taux de change, c'est prix, une monnaie par rapport à l'autre. Je veux dire que si vous avez goût ou besoin de dollars, c'est taux de change. Si vous avez goud ou besoin de peso, c'est-à-dire quantité de peso ou besoin pour acheter un goud ou bien quantité de goud ou besoin pour acheter un peso, c'est taux de change. Mais c'est taux de change goud par rapport à peso. Mais comme nous avons fait exercice pour plusieurs autres monnaies, par exemple l'euro, si vous voulez, par exemple l'autre monnaie encore qui existait, si vous voulez n'importe monnaie. Mais maintenant, dans le cadre de l'économie haïtienne, quand on parle de taux de change, ça plus fait référence au dollar. Pourquoi en général? C'est justement parce qu'on a le dollar qui est dominant dans l'économie haïtienne. Et si on veut, on peut élaborer pour montrer pourquoi le dollar est dominant. Et peut-être qu'on a des chances de dire le tout. Donc, le dollar là, il est dominant. Mais, donc, souvenez, taux de change, c'est pris en monnaie par rapport à l'autre, encore une fois. Mais taux de change, tout, on dit que c'est le prix d'une économie par rapport à une autre économie. Comme si m'dadou, l'économie américaine est un dollar américain, notre économie est un good, yo veut dire que c'est le prix de notre économie par rapport à l'économie américaine. Approche ça, c'est approche souvlée Marc Louis Bazin, qui est un économiste tout. Et l'autre bagaille pour dire tout que taux de change là, c'est vraiment le prix le plus important d'une économie. Par exemple, l'économie haïtienne qui a importé souvlée à ce niveau et à ce rythme, à ce niveau aujourd'hui, on est, en tout cas en 2018, on a eu des importations qui étaient chiffrées autour de 5,6 milliards de dollars, alors qu'en 2017, on était seulement 4,7 milliards. Donc, ça veut dire qu'on a un rythme d'augmentation. Donc, l'économie qui a augmenté à niveau ça et à rythme ça, et l'économie où la plupart des prix, ou du moins les prix les plus importants aujourd'hui dans l'économie sont libellés en dollars. Donc, taux de changement, c'est prix qui est plus important dans toute économie haïtienne et c'est prix qui touche aux intérêts de tout le monde, à commencer par vous-même, moi-même, des producteurs ou bien soulever des banques commerciales, des agents de change, etc. Vous dites que ces taux de change-là, il n'est pas seulement avec une monnaie. Pour qui ça en Haïti, chaque fois qu'on parle de taux de change, on voit automatiquement le dollar. Oui, bon, pas oublier d'abord que le dollar est dominant dans l'économie haïtienne. Ça fait le dominant. Ça fait le dominant, c'est parce que justement, dans le monde même, il y a une prédominance du dollar. Pas oublier, dans son histoire économique longue dans le côte, pas oublier que il y a une monnaie de référence qui était gagnée dans le monde à un certain moment, c'était le dollar. Non, au premier moment, c'était l'or. C'est-à-dire que l'or était une principale réserve de valeur. Comme si m'dado, toute monnaie a de valeur par rapport à l'or. Mais non, l'autre moment, c'était le dollar américain. Mais maintenant, le dollar américain est beaucoup plus dominant dans les petites économies. Je ne vais pas parler de l'économie en Afrique particulièrement, non. Parce qu'au fait, en Afrique, il y a une prédominance de l'euro, par exemple, dans pile d'autres pays. Parce que justement, par rapport à lien avec la France en particulier. Mais maintenant, ça me dire que le dollar, parce que toute histoire, si vous regardez, par exemple, même là où on a fixé taux de change, le dernier taux de change fixe en Haïti, si vous voulez, en 1919, là où on a fixé 5 gouttes pour un dollar, c'était, ou après que c'est dollars qui fait référence. Je ne vais pas te faire référence à l'euro. 5 gouttes en dollars. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
le monde a 5 gouttes dans mais il parlait de dollars. Il parlait de dollars, 5 gouttes pour un dollar. En tout cas, c'est pour faire référence à la parité ça qui était gagné entre la goutte et le dollar. Donc, on vient que toute histoire ça vient fait que on parle d'une question prédominance du dollar sur le plan international côté que il était considéré à un certain moment comme une principale réserve de valeur et deuxièmement dans le cadre de l'économie haïtienne en 1919, l'on fixe taux de change là 5 gouttes pour un dollar, etc. Donc, qui vient faire que l'on parle de taux de change en Haïti ou bien l'on parle de taux de change en Haïti ou essentiellement fait référence à taux de change good par rapport à la question dollar là. Donc voilà pourquoi en quelque sorte, ou bien si vous voulez histoire longue ça nous fait le coup, que le parler de taux de change en Haïti ou bien tendance à garder uniquement la question du dollar et de la good sans que vous pas garder pesos à euro. Alors que c'est extrêmement important, good là lit autant perdu valeur sinon plus par rapport à l'euro par exemple. Aujourd'hui, on a besoin de 108 gouttes pour acheter 1 euro. Et ça ne fait pas de débat, par exemple. Aujourd'hui, la goutte aussi perd de sa valeur par rapport au peso dominicain. Ce n'est pas peut-être à même rythme. Ce n'est pas peut-être comme si Mdado et même gens ou gain par rapport à dollar ou gain goutte par exemple où pratiquement chaque jour le perd de 25 centimes. C'est pas le même cas. C'est pas le même cas pour le peso, mais en tout cas, il reste vrai que goutte là ont tendance à la baisse pour pratiquement toute monnaie. Et c'est ça qu'il faut comprendre, Sergino, que et le problème, ce n'est pas qu'il y a une monnaie qui est forte sur le plan international. Par exemple, la semaine dernière, le dollar n'était pas fort, mais le rythme s'est accéléré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'économie haïtienne qui est essentiellement faible. Ce n'est pas tout à fait le dollar qui est fort, ce n'est pas tout à fait le peso qui est fort, mais c'est la goutte qui est faible. La goutte est faible, c'est vraiment une situation qui est symptomatique de la faiblesse ou bien de la désarticulation totale de l'économie haïtienne. Nous ne pouvons pas dire c'est parce que généralement, monnaie plus fort chasse monnaie plus faible à tout? Oui, il y a ça. Au fait, et question ça, ou une expression ça, son économie sur les Grisham. Monsieur dit que lorsqu'il y a une double circulation monétaire dans l'économie et que il y a une qui a perdu importance, il y a une qui prend importance, mais ça qui prend importance, pas monnaie nationale, là, c'est la mauvaise monnaie. Par exemple, aujourd'hui, nous avons dit que le dollar, c'est la mauvaise monnaie. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Il chasse la monnaie nationale. Il chasse la goutte. Pourquoi? C'est justement parce qu'on perd de plus en plus de confiance en la monnaie nationale et qu'on va gagner tout ensemble d'argent dans l'économie, gagne beaucoup plus d'intérêt. Il y aurait beaucoup plus d'intérêt pour que, par exemple, épargner en dollars américains. Puisque quand même, c'est le dollar américain qui permet de conserver de la valeur. Pas oublier, c'est extrêmement important peut-être pour les étudiants qui nous écoutent ou bien qui nous regardent, c'est que il y a une fonction principale en monnaie, Sergino, c'est justement la question de la réserve de valeur. Il y a une fonction principale en monnaie qui est énoncée souvent par un économiste sur les John Maynard Keynes. Ce qui ça me dit? Je dit que si une monnaie ne peut pas permettre de réserver valeur, la monnaie a posé un problème. Conserver valeur, veut dire qui ça? Il veut dire que si 6 mois de cela, ou bien si en janvier, on te met 10 gouttes dans la banque, eh bien, l'homme vient par exemple en mai, il faut que 10 gouttes là permettent de acheter même valeur bien, tout au moins, même valeur bien. Ça veut dire valeur réelle là, les conserver. Valeur réelle là, les conserver et que la permettre de consommer même quantité de biens ou bien de services que on ne t'a pas consommer avec, en tout cas 6 mois de cela. Donc, le monnaie n'a pas permis de faire ça. Agent économique rationnel que vous avez, eh bien, il a cherché caché au nom l'autre monnaie. Et c'est ça, Grisham va le relayer en mauvaise monnaie. Donc voilà pourquoi l'expression la mauvaise monnaie chasse la bonne au fur et à mesure. Pas toujours une perte de confiance, ça, il ne jamais, puisque le monnaie a grandi, l'homme de 5 gouttes, il te vaut un dollar américain. À partir de quel moment perte de confiance, ça, nous commençons à remarquer. C'est très bien. L'autre a grandi 5 gouttes de te vaut un dollar américain. C'était à ce moment-là, on était justement dans la parité fixe. C'est-à-dire que tu as gagné une décision qui te prend entre les gouvernements haïtiens et américains, on va dire en avril 1919, pour que tu aies fixé toi. C'est-à-dire que tu es dans un régime fixe là, taux de change fixe. Comme si Mdado, ou passé, c'était 5 gouttes pour un dollar. Il était fixé, c'est dans la période peut-être où tu as grandi, ça t'est encore, c'était vraiment la tendance. Mais maintenant, en 1991, nous venons sortir, souffler dans la parité fixe, côté que c'est plus le gouvernement ou bien les gouvernements qui fixent le taux de change, mais en tout cas, c'est le marché qui va en tout cas décider en quelque sorte de question taux de change là. Et bien c'est ça qu'il faut rejoindre que en 1991 déjà, où tu as gagné perdu environ 8% en valeur en 1991. Donc, nous passons d'un régime fixe là à un régime flottant, côté que c'est le marché qui détermine le taux de change, et bien justement, c'est là le sorti, c'est que nous sortons dans fixant, nous entrons dans flottant. Et bien, comme on est en flottant et que la goutte lui-même n'est pas forte parce qu'on a une économie qui n'est pas forte, qui est très faible, et bien c'est là la question en sortie. C'est à partir du moment, ça pour me répondre directement ou bien spécifiquement à la question là, c'est à partir de 91 où gagner goutte là en tout cas qui a perdu valeur au fur et à mesure et peut-être je dis à beaucoup plus
que 1991 ou bien que n'importe l'autre année qui est située entre 91 et 2019 par exemple. Régime fixe, régime flottant, choix ça sur qui côté? Bon, c'est des décisions étatiques. Comme c'est Mdado, aujourd'hui encore, il y a ce cas dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui choisissent fixer Toyo. Par exemple, un pays en Asie fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont fixé. Mais maintenant, côté bagaille ça sorti, c'est que justement, c'est des décisions de l'État. Mais pas uniquement de l'État. On connaît influence toute organisation internationale. Lorsque nous dit, par exemple, on est dans une économie de marché, c'est justement la loi de l'offre et de la demande qui prévaut. Comme c'est Mdado, ce n'est pas où fixer prix téléphone qui est dans mon là, ce n'est pas où fixer prix livre là, ce n'est pas où fixer prix télévision, appareil télévision, ça ou les téléviseurs là, mais c'est le marché. C'est-à-dire que quantité qui offre à quantité qui a demandé, c'est confrontation sur les bagailles ça et théoriquement qui va le fixer toi. Donc régime fixe, régime flottant justement, c'est passage là, c'est un. Les gouvernements pas veulent ça et que veulent quitter que c'est la loi du marché qui prévaut, eh bien, ils sortent dans fixe là, ils entrent dans flottant. Mais encore une fois, ce n'est pas uniquement une décision unilatérale de un gouvernement dans la logique internationale, c'est qu'il y a tout un ensemble d'institutions financières et monétaires internationales, notamment le Fonds monétaire international, en tout cas, qui part sans responsabilité ou bien sans importance dans la prise en compte des questions dans toute économie dans le monde, dans les économies nationales. Et la Banque centrale dans tout ça? La Banque centrale, justement, c'est que lorsque on a un régime taux de change flottant, il y a un rôle prépondérant. Ça ne veut pas dire que dans un régime de taux de change fixe, il n'y a pas un rôle prépondérant parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les missions modernes des banques centrales. Maintenant, banque centrale dans le régime flottant, qui ça le fait, Wally, c'est surveiller à la valeur de la gourde sur le plan interne, sur le plan externe. Sur le plan interne, c'est pour garder, la question de l'inflation. Sur le plan externe, la Banque centrale a regardé pour, par exemple, la question du taux, c'est-à-dire combien de gourde besoin pour acheter une autre monnaie étrangère. Donc, ça, c'est une fonction principale que baille toute banque centrale. Par exemple, Banque centrale haïtienne, ça, comme c'est Mdado, surveiller à la valeur de la monnaie nationale sur le plan interne, sur le plan externe. Mais évidemment, ce n'est pas uniquement seule fonction. Banque centrale a pile l'autre fonction encore, soulevé, en tout cas qui peut être pas très important pour nous garder dans le cas d'émission. Ça, mais il y a pile l'autre fonction que Banque centrale. Mais il ne faut pas oublier tout que la Banque centrale haïtienne, par exemple, est créée en 1979. Il est créé en 1979, c'est-à-dire bien avant que nous passions à taux de change flottant. Mais il faut donc que en 1919, nous avons fixé taux de change, nous étions dans taux de change fixant. Avant ça, tu as un taux de change flottant. Hein? Ah bon? C'est lorsque nous avons constaté que Goudlan tellement perdu valeur après pas ta soeur, Jean Remédie, dans Sergido, que le gouvernement a décidé de freiner la situation, ça a fixé taux de change là. OK? Mais donc, Jean Mdoulan, Banque centrale va le créer en 79, c'est-à-dire 79 n'a pas parlé là de nous tenons encore en situation de taux de change fixant, mais en tout cas, on était toujours pour que les garder à la valeur interne, pour le surveiller à la valeur interne et à la valeur externe de la monnaie. Donc, Banque centrale a une responsabilité de surveiller de la question monétaire nationale. Alors, en 91, nous entrons dans un régime flottant, c'est marché qui fixe le taux de change là. À partir de 91, par exemple, jusqu'à 2011, dans quelle année où tu estimé que nos dollars tu plus prend de la valeur sur goud là? Et soit regarder année ou cap regarder ou pense ou regarder jusqu'à 3 années. D'abord cap regarder année 92 ou cap regarder année 2002. 92 c'est période coup d'état. Oui, ou cap regarder 92 ou cap regarder 2002 ou cap regarder tout peut-être 2018. On va l'expliquer. En 92, la gourde a perdu 22% de sa valeur, 28% de sa valeur, pardon, 28% de sa valeur dans l'année 92. Maintenant, vous expliquez déjà, c'est que, non, pas songer chiffres, pas songer nombre, quantité de gouttes, etc. Là, je parle de statistiques de façon en agrégat en quelque sorte. Parfait. Et vous avez une goutte perdu 28% de valeur en 92. Vous avez expliqué que nous sommes dans une situation d'instabilité ou bien de troubles socio-politiques en quelque sorte. Mais maintenant, Sergino, en 2002, goutte a perdu environ 41% de sa valeur. 41% de sa valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous sorti dans 91, aujourd'hui, on va joindre que c'est plus grande perte de valeur que Goudlan te gagné, tu connais, par exemple, pour toute période de 91, on va parler maintenant là jusqu'à peut-être aujourd'hui. Mais en 2018, moi, j'avais fait un texte sur ça. En 2018, on a Goudlan qui a perdu 22% de valeur en 2018. Mais attention. 22%? 22% en 2018. Attention, hein? De janvier 2019. Non, pas de janvier, pardon, de octobre 2018 à aujourd'hui, Goudlan qui a perdu 26% de valeur. Ça veut dire? Ça veut dire nous quitter la situation 2018 là derrière longtemps.
Par contre, vous comprenez, non? C'est-à-dire, en 2018, c'est 2002, vraiment... combien de perdu 2002? 2002, Goudlat a perdu 41% de sa valeur. 92, nous parlons de 28%. 2002, 41% de sa valeur. Alors que 2018, Goudlat a perdu 22% de la valeur. Mais, sorti octobre, ça veut dire début exercice fiscal, là, à aujourd'hui, la Goud a déjà perdu 26% de sa valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation qu'on vit aujourd'hui en Haïti est pire qu'en 2018, côté que tout le monde a pris les mettre en tête. Goudlat, mes amis, nous ne sommes pas capables encore à question de taux de change là. Okay. Ça vous m'expliquer encore une fois avant de poser l'autre question, c'est que l'on a un niveau ça, c'est-à-dire qu'on Goud a perdu toute valeur ça, économistes en général parlé de perte de 25% de valeur ou une situation de crise de change. En crise de change. Crise de change là, c'est lui justement qui pourra l'expliquer justement perte de confiance quasi totale en la monnaie nationale qui c'est Goud par exemple. Donc, on a une situation de crise de change, j'aimerais dire là, ou non crise généralisée. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, tout ça qu'on a vu là aussi, c'est symptomatique de crise généralisée. Même vous dire que nous avons une situation de crise de change. Il faut que l'autorité comprenne que je dis là, nous vivons une situation de crise de change qui est extrêmement grave. La période 91-2002, on dit c'est peut-être instabilité, à t'expliquer ça, non? Oui, où tu as gagné le poids de l'instabilité en particulier. Et pas oublier, non? Si on a parlé de 92, on a parlé là de période pré-embargo ou bien embargo. On dit pas oublier embargo à 94, etc. C'est-à-dire que tu as une situation d'instabilité foncée dans le pays. Donc, il t'a expliqué ça. En 2002, ce n'est pas différent. Vous songez ça que tu es arrivé en 2002. Après l'élection de 2001. Après l'élection 2001, après, on a gagné tout un ensemble de troubles, un peu d'incertitudes qui pourraient le voyer, par exemple, et qui pourraient le jeter pouvoir en quelque sorte, qui pourraient aboutir à un coup d'État sauvé. Donc, dit, dans la période, ça a essentiellement les troubles sociopolitiques pas sans conséquences. En tout cas, en matière de taux de change. Donc, vous pouvez comprendre que l'on a une situation d'incertitude, ça peut-être que nous allons élaborer l'on dans le cas actuel que nous vivons, que l'on a une situation sérieuse où il y a des répercussions. Mais souvent, pile l'autre indicateur, par exemple, la croissance économique. Est-ce qu'on est en 92, j'aime ça parler là, nous avons une croissance négative de 13%. Ça veut dire que la croissance était moins 13%. Est-ce qu'on est en 2002, nous avons une croissance négative encore de 3%? Ça veut dire que lorsqu'on est dans ce genre de situation, en tout cas, genre de situation qui est justifiée ou pas, il ne faut pas oublier, non? Situation, ça va justifier tout. C'est-à-dire que la population a soulevé, il dit que les bagaille la Red Bull. Et là, il dit bagaille la Red Bull, ça veut dire, en bon français, c'est que justement, il dit qu'il voulait participer dans l'économie. Parce que Troubio, c'est des gens qui se sentent exclus, qui vivent une situation d'exclusion totale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé dans la vie économique, ils n'ont pas participé dans les prises de décision politiques, ils ont dit que, écoutez, eh bien, on en peut plus, eh bien, ils revendiquer. Mais ça m'a dit, c'est que justifié ou pas, revendication ou bien revendication qui est alimentée par l'autre bagaille tout, c'est-à-dire qu'en pile fois qu'on récupère soulevé par des groupes qui cherchent des intérêts individuels. Donc moi je veux dire que globalement lorsqu'on a ce genre de situation, eh bien l'économie en paye les conséquences. Mais on va parler de production parce que chaque fois on parle de taux de change ici, dollar cap monté, c'est parce que Haïti va produire. On va parler de ça, c'était sur instabilité. Justement, mais maintenant pourquoi on peut parler de ça? La production, la production pour moi, c'est le salut. Le salut du taux de change se trouve dans la production. Mais ce n'est pas uniquement la production, parce que, où dit mon bagage là, en micro-off, c'est que nous n'avons toujours pas de produit. C'est vrai, nous n'avons toujours pas de produit. Mais mon bagage pour constater, c'est que nous importons davantage. Vous comprenez ça veut dire? Nous produisons de moins en moins. Parce que si nous importons de plus en plus, livre dit toute chose égale par ailleurs que nous produisons de moins en moins. C'est-à-dire, problème de production, l'ivine accru. Maintenant, problème production, il explique fondamentalement la question de taux de change là. Mais il n'est pas seulement le facteur explicatif. Il dit qu'il y a pile l'autre bagaille qu'il a donné encore. Par exemple, soulever pour une vie d'actualité, la question du déficit par exemple. La question du déficit par exemple. Mais là, troisièmement, soulever pour nous faire coûte, on va gagner une situation qui est expliquée par un pile anticipation dans l'économie. Et on va joindre que c'est troisième cause de production. On parle de questions budgétaires, c'est-à-dire par une harmonisation entre les différentes politiques monétaires et fiscales qui vont ça, mais tout une situation d'anticipation. Je dis à l'éclair que les anticipations sont pour beaucoup et il faudrait peut-être un travail poussé pour voir à quel niveau, c'est-à-dire à quel pourcentage les anticipations déterminent la question du taux de change en Haïti. Mais il est clair que l'anticipation est en pile et nous élaborer un petit peu sur la question d'anticipation. Bon, on a regardé 91, on a regardé 2002, nous avons regardé 2018, mais en 2017, on dit toi a été baissé. Oui. Et bien, elle a dégringolé là, elle a dérapé depuis janvier 2018. Et de janvier 2018 à aujourd'hui, là, c'est peut-être changé. Parfois, dans une journée, et données ont changé et nous mis jamais.
Qui s'est passé? Qui s'est fait déraper comme ça dans le système? Non, mais il y a trois bagages. Bien quand on commence en janvier 2018, il y a deux bagages. D'abord, ouais, question janvier, ouais, question 2018 là, pas oublier, 2018, c'est année nous font déficit budgétaire record. Tout le monde toujours parler de ça, c'est extrêmement important pour insister sur ça. Nous font déficit qui over 24 milliards de goud. C'est-à-dire, nous font déficit qui over 24 milliards de goud qui pourra le financer par la Banque centrale, la BRH, parce que justement, c'est BRH qui va le faire avancer à l'État, parce que l'État n'a pas de cob, c'est automatique que c'est la BRH qui avance l'État. Maintenant, nous toujours expliquer, et nous dit rapidement, c'est que le BRH avance l'État, c'est quand même une quantité de goud qu'il a sur le marché. C'est-à-dire que, eh bien, goud vient beaucoup plus importante qu'avant, la quantité. OK? C'est-à-dire masse monétaire en goud là, il a augmenté. Et là, augmenté, c'est normal que, et pour dollar là prend importance, puisqu'on a la même quantité de dollars là, et on a cherché dollars pour importer. On va chercher dollars pour importer, on va chercher dollars pour payer caille, on va chercher dollars pour payer l'école, par exemple. Si nous prenons trois cas ça seulement. Donc, là, dans cette situation, ça, déficit ça, ou bien que il va provoquer directement, si vous voulez, une perte de valeur ou bien une dépréciation de la gold. En 2018, c'était fondamentalement le cas. Maintenant, deuxième cas qui est important en 2018, pas oublier, non, nous pas quitté question de production en dehors, nous pas quitté le dehors. Mais nous voulons expliquer que nous avons toujours des problèmes de production dans le pays. C'est vrai qu'en 2018, mais si je parle de importation, soit regarder la production agricole, on va dans quel niveau le baisser, 2018 par exemple. Si vous regardez l'importation, encore une fois, vous regardez dans quel niveau, si vous regardez l'exportation, on va par exemple dans quel niveau ne pas produire, pas un problème. Mais maintenant, nous avons un ensemble d'anticipation qui jusqu'à présent existait dans l'économie, ou bien qui jusqu'à présent, pendant qu'on a parlé à la fête dans l'économie. Mais anticipation, ça aussi, Gino, il faut nous dire qu'ils ont alimenté tout par la situation d'incertitude. Ou songez, ça ne vive par exemple en février. En juillet, même si c'est juillet. C'est une vérité en 2018. Okay. Ou songez, ça nous vive 6-7 juillet. C'est-à-dire que vous avez une atmosphère, par exemple, de trouble. Ou bien, si vous voulez, même si vous parlez de trouble, là, vous avez l'impression que vous avez une situation de trouble à l'état latent. C'est-à-dire que tout le monde connaît à n'importe quel instant qu'il y a un dérapage. Même si vous ne pas vivre les mêmes jours de vivre le 6-7 juillet, mais en tout cas, on est dans l'incertitude totale. Là, on a incertitude. Agents économiques, notamment agents de change, qui en position dominante sur le marché, qui ça a fait, ils dit que ils levé chaque jour davantage, ils dit que, écoutez, taux de change n'a qu'à prendre de la valeur. C'est-à-dire que le dollar n'a qu'à prendre de la valeur sur la gold. Comme ils dit que, on suppose que vous avez dit hier, il était 88 goud, ils dit, il est possible, je dis, pour que les 90 goud. Mais ils ont fixé la 90 goud. C'est-à-dire, ils ont gardé, ils ont dit que, écoutez, je dis, là, le 90 goud. Comme les 90 goud, eh bien, et comme agent de change, ça, on m'a parlé là, en position dominante, eh bien, ces agents sont automatiquement suivis par les autres agents de change. Et le taux est devenu, le taux national, ce n'est pas taux en banque, ce n'est pas taux en institution, ce n'est pas taux en agent de change, c'est le taux national. Par contre, vous comprenez. Mais, ils ont fait ça surtout, c'est justement parce que grand pile l'incertitude. Incertitude, il faut élaborer sur ça. Je dis là, on est bien d'accord qu'on est dans une situation d'incertitude politique totale. On n'a pas un nouveau gouvernement. Ou pas de gouvernement. Qui je dis là et qui légitime, par exemple, qui peut prendre des décisions, par exemple, au niveau économique. Mais c'est pour ça, par exemple, FMI nous qu'il faut un nouveau gouvernement. Parce qu'il faut un interlocuteur légitime. Et interlocuteur légitime, non, justement, il faut qu'il respecte les procédures tracées pour ça, tracées à cet effet. Parce que le gouvernement, par exemple, qui arrive dans un mandat longtemps, parce que nous avons parlé là d'un Premier ministre AI, donc gouvernement automatiquement AI, l'organe arrive dans un mandat, par exemple, et que ou pas renouveler, et que vous avez toute difficulté gain pour renouveler le gouvernement, ça pose une situation d'incertitude. Et si vous voulez tout, deuxième facteur important, si vous ne pouvez pas prendre tout, ou non économique côté que ou gagner un exercice fiscal qui commence en octobre et que jusqu'à présent on n'a pas un budget qui a été voté pour l'exercice fiscal. Pas une situation d'incertitude qui est plus importante que ça, non? Elle dit, l'on n'a pas de budget, ça veut dire? Ça veut dire que on ne sait pas renouveler en termes de planification économique. Ça veut dire, ce même budget de 2018 là, c'est ligné là encore. Mais quelles sont les nouvelles planifications économiques? Les données ont changé. Les données ont changé, beaucoup changé. Mais quels sont les ajustements qu'on a apportés en termes de planification économique? Parce que, au cas où planification économique, justement, qu'elle est dans le long terme, où sont l'un des budgets, par exemple, pour 3 ans, ou des budgets triennal, ou des budgets triennal. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'on pas de situation ça, mais tout agent économique qui a regardé, que ce soit agent économique individuel, que ce soit des entrepreneurs, etc., eh bien, il y a une situation d'incertitude. On n'a pas de gouvernement, deux, pas de budget, c'est gravissime en matière de planification économique. Donc, nous voulons dire que situation d'incertitude, ça, il n'y a pas sans effet
soufflé, ils ont alimenté l'anticipation d'une façon très importante. Même dans des gens qui ont dit que la question de taux de change ça à plus de 20%, comme si il expliquait par tout ensemble d'incertitudes qui vont provoquer des anticipations qui existaient dans l'économie. Et ça fait tout chaque banque, chaque institution qui est aujourd'hui. Et quand ils vont côté le 91, par exemple, ils vont côté 94, ils vont côté 92. Et puis, c'est ça qui cause ça? Bon, oui, peut-être que niveau anticipation, il n'y a pas même. Ça veut dire que telle banque, par exemple, il n'y a pas même anticipation, il n'a pas fait même anticipation à telle autre banque, et que vous gagnez peut-être un autre problème que peut-être que BRH n'a pas des outils ça dans mail pour que l'encadrer le marché à davantage. Ça me le dit. Je me dit que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde est agent de change dans l'économie. Son bail mortel pour une économie. Moun gap vend ou avez l'impression que les gens maintenant sont agents de change parce que les taux de change. Ils ne pas vendre $. Les taux de change, ils disent que mais à combien ils vendent. Ou à la plage, ils ont taux de change. Ou à l'entreprise, par exemple, par contre, automobile, qui fait automobile, il y a taux de change. Telle banque a taux de change. Ça veut dire qu'il y a une multiplicité de taux de change dans l'économie. Pourquoi? C'est justement parce que tout le monde est agent de change dans l'économie. C'est le régime flottant qui permet ça? Bien sûr que oui. Parce que si tu as un taux de change fixé, tout le monde va bien. C'est que le clair sur le plan national, voilà le taux qu'on applique. Mais comme on a un régime flottant et que le marché n'est pas suffisamment encadré, le marché n'a pas encadré. Qu'est-ce qu'il faut encadrer? Bon, écoutez, tu as une décision prend, par exemple, qui te dit qu'il faut que nous libellions tout prix en gros sur le marché. Mais comme la décision a été mal dictée, comme la décision a été mal prise, eh bien, il favorise pas bien. Nos décisions, ça a dans un certain moment. Il était très influencé, monter dollar là, ce bout de là. Donc, nous voulons dire que c'est tout ensemble d'autorités. Mais maintenant, est-ce que yo bail BRH des outils pour le faire ça? Est-ce qu'il y a suffisamment d'outils pour dire que la banque fait job li? Non. Lorsqu'une institution, par exemple, comme la BRH, il agit en fonction de loi cadre que le gagne. Elle dit, on loi cadre qui dit que mais ça le fait, mais ça le pas fait, etc. Mais maintenant, est-ce que, par exemple, le Parlement convoqué, le Parlement entretenu avec toute autorité, ça va pour demander qui problème qui posé et que, par exemple, est-ce que sont outils légaux que nous baguons pour nous bailler? Donc, nous voulons dire que le marché n'est pas encadré. Le marché n'est pas encadré. Il y a tout le monde qui est dans la chaîne économique qui doit intervenir, en tout cas, pour encadrer le marché. Peut-être que la BRH a sa responsabilité. Peut-être aussi que l'État central a aussi sa responsabilité dans ce problème d'encadrement du taux de change. Parce que, j'aime dire tout à l'heure, si l'État prend une décision, non, c'est l'État essentiellement l'État central essentiellement qui prend une décision pour te dire que faut que tout prio yo libellé en good sur le marché. C'est-à-dire que son tentative d'encadrement en quelque sorte, son tentative d'encadrement du marché de change pour que nous t'as éviter multiplicité agents de change ça au cap une multiplicité de taux de change. Mais maintenant, comme décision est mal prise, qui ça le bas, ils vont dégringolade. Mais généralement, quand on décide d'injecter de dans l'économie, et chaque fois que le dollar s'injecte, il y a l'impression qu'on gonfle chalumeau, on juste mettre dans la bouche, on prend rapidement. Ça qui passe même. Au fait, BRH a une quantité d'outils dans le même genre, en pilote banque centrale. Par exemple, j'en dis, il est capable de faire des interventions sur le marché via une opération relais open market. C'est-à-dire que le cap vient sur le marché, soit l'acheter ou bien le vendre. Dollar. Il met dollar ou bien le prend dollar. Ça dépend. Ça dépend de l'objectif dans tel moment ou dans tel autre moment. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est que BRH a intervenu au niveau des réserves obligatoires des banques commerciales. C'est-à-dire que les gens doivent dire que la prendre réserve, par exemple, en good pour le Kembe plus good, ou bien la prendre en dollar. Ça dépend de l'objectif. Nous pas dans un cas spécifique là, nous pas qu'à élaborer sur lui. Maintenant, c'est clair que c'est limité. Il est limité et ce n'est pas uniquement en Haïti, c'est partout dans le monde que c'est limité. Et c'est pour ça qu'on parle d'une harmonisation de tout ensemble d'interventions que BRH est capable de faire avec la politique fiscale là. Donc il faut une harmonisation entre les politiques monétaires et les politiques fiscales pour le résultat. Pas oublier, l'économie c'est un système. Si dans le système il y a des éléments qui fonctionnent bien ou plus ou moins bien, et que justement vous avez d'autres éléments qui ne marchent pas, c'est clair que la machine économique ne va pas fonctionner en plein régime. Et c'est ça le problème, c'est que vous avez un système qui gagne des désarticulations importantes là-dedans qui fait que, quelle que soit l'intervention, autorité t'a fait ou bien un acteur t'a fait, il ne peut pas tout à fait les résultats escomptés, tout autant que sur le plan global, nous pas agir pour que nous résoudre le problème. Mais quand l'autre bail, tu ne pas trop comprendre. Je vais regarder tout près de nous, la voisin et le mi-jamais. Les pesos par rapport à dollar, la dollar a monté par rapport à pesos, sont 10 centimes, 15 centimes qui arrivent. Mais ici, c'est parce qu'on goûte à 2 gouttes. Monsieur, dame, mettre ce comme là. Ça qui passe, pour qui ça c'est comme ça, ça le haut comme ça en Haïti.
Écoutez, spread là, malheureusement, et si vous regardez dans pile pays en Amérique latine, dont République dominicaine, je t'ai dit, on a l'impression que, et ce n'est pas même une impression, c'est ça donné au bail, spread là beaucoup plus important en Haïti qu'ailleurs, c'est-à-dire en Amérique latine et la Caraïbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est justement gain de change, municipal ou bien agent de change, acteur à essayer de maximiser au plus ces gains de change. Et si vous regardez par exemple, dans les portefeuilles des banques commerciales, portefeuille après que les dominés essentiellement par des gains de change. Finalement, les banques ça sert à faire. Et c'est sous base de ça pour son profit au chita. Ils sont l'argent facile, quoi. Mais il faut comprendre que sont l'argent facile. C'est-à-dire que, eh bien, il y a un ensemble de bagages, par exemple, le crédit. Crédit, là, il y a tout un ensemble de mécanismes pour bailler crédit, un ensemble de mécanismes de surveillance pour que, en tout cas, pas dans une situation côté que vous perdez du cob là, c'est-à-dire au besoin des gens qui sont solvables, il y a tout un ensemble de travail pour faire, dans le changement de la ça. C'est justement achat vite, etc. Non, journée, on fait quand même, faut pas oublier, non? Marché de change par semaine, c'est 40 millions de dollars américains mobilisés par semaine. Par mois, nous environ 160 millions de dollars américains. C'est-à-dire que le gain de change global est important. C'est vrai que le marché informel représente environ 25% du marché de change. De manière globale, ONG a environ 8 à 9%. Mais en tout cas, il faut comprendre que c'est quand même un pile l'argent qui a brassé là. C'est quand même un pile l'argent dans une petite économie comme l'économie haïtienne. On a parlé là de 40 millions de dollars américains par semaine. Donc le gain d'échange peut être important. Mais maintenant, pourquoi ça se fait? Et il faut faire référence encore une fois à la République dominicaine que vous parlez de là. Il faut comprendre que la République dominicaine, en République dominicaine, le marché de change est encadré, essentiellement encadré. Aujourd'hui, si vous allez en République dominicaine avec du dollar américain, par exemple, je vous garantis, si vous utilisez le dollar là, dans tes transactions à l'intérieur du territoire dominicain, c'est justement ce qu'il faut faire. Et c'est quelques agents éparses qui permettent de faire ça. C'est-à-dire que toute marchand ne va pas permettre de faire ça. Tu vas à l'hôtel en République dominicaine, le prix est fixé en pesos dominicains. C'est-à-dire qu'il y a résout en quelque sorte problème, eh bien, encadrement marché qui vient en multiplicité agents de change qui a fixé taux, qui a plusieurs taux, je ne t'ai dit justement. Donc c'est peut-être un problème que nous avons en Haïti. Bon, nous quittons peut-être côté, nous quittons derrière question par exemple production, il ne faut pas oublier la République dominicaine, son pays qui a fait un pile effort, qui gagne pile dollar, tout notamment avec question touriste. Cap venir dans l'économie, cap venir chaque jour dans le pays. Donc, il y a gagné quand même un flux de dollars cap venir. Et deuxièmement, on a un marché qui est encadré. Et troisièmement, c'est un pays qui fait beaucoup d'efforts en matière de production cap exporté. Et d'ailleurs, on le sait bien propre, c'est que, et on importe aujourd'hui essentiellement des États-Unis d'Amérique et de la République dominicaine. On a même constaté que, à partir de 2014, la République dominicaine commence à prendre les devants sur les États-Unis en matière d'importation de biens de produits alimentaires et agroalimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une économie qui se renforce au fur et à mesure. Et lorsque l'économie a renforcé au fur et à mesure, on a dit au début de l'émission que taux de change dans tout que, taux de change dans, en quelque sorte, c'est pris en économie par rapport à l'autre économie. Donc, si l'économie américaine, eh bien, en tout cas, se renforce, c'est normal que peso dominicain l'a résisté, eh bien, tant bien que mal par rapport au dollar américain. Donc, c'est ça pour comprendre. Donc, nous pas dans la même situation, nous pas dans le même cas de figure quand même. La Banque centrale n'a pas intervenu dans la question spread là pour dire, monsieur Dame, monsieur n'a trop fort. Par contre, qu'ils outils le gagnent pour ça. Mais la réalité, c'est que ce marché n'est pas encadré, tout le monde fait ça le blé. Tout le monde fait ça. C'est ça la question. Et taux de référence Banque centrale là? Le taux de référence de la Banque centrale, ce n'est pas un taux qui est fixé par la Banque centrale. Le taux de référence, c'est la moyenne, en quelque sorte, de différents taux pratiqués sur le marché. Donc, la Banque centrale pas fait, c'est d'ailleurs prendre le point. C'est-à-dire que, regarder les agents de change les plus importants sous des critères spécifiques et que il fait moyenne tout taux et que il détermine taux de référence. Donc taux de référence là c'est vraiment pas rien Banque centrale fait là-dedans sinon que c'est constater. Donc taux de référence aujourd'hui là c'est justement le prix d'hier, c'est-à-dire le prix du dollar d'hier. Donc, regardez par exemple hier, mais comment le payer et que le fait total, là, le fait moyenne et que le boss a le taux de référence. Donc, il faut comprendre ou bien il faut comprendre que le taux de référence, ce n'est pas un taux fixé par la Banque centrale, mais c'est une information obtenue par la Banque centrale sur le marché à partir des agents de change les plus importants. Finalement, c'est la Banque commerciale qui fixe le taux dans le marché haïtien. Bon, nous pas très aimer dire comme ça, parce que justement, le taux de change n'est pas fixe. Donc, on n'est pas dans un régime fixe. Mais ils ont influencé, ils ont très influencé. Parce que si c'est Banque centrale, c'est le taux de référence, c'est sous base sac sur le marché.
finalement, les banques privées disent Non, qui je vais c'est le marché qui fixe, mais le marché a fixé comme le marché est imparfait. Et c'est ça la logique. Le marché est imparfait parce que il y a anticipation encore, voire des spéculations sur le marché. Donc, comme le marché est imparfait, même, ce n'est pas tout à fait fixé ou fixé, non? Parce que il y a le marché qui détermine, parce que s'il y a fixé, je dis à la OTK levé au deal 200 gouttes par exemple, ce n'est pas possible. Donc, il fait anticipation, le marché fixe, mais comme le marché est imparfait, les anticipations aident aussi, en quelque sorte, eh bien, à la détermination, et pas le dit fixé, à la détermination du taux de change. Donc, la Banque centrale constate, ce qui est donné par le marché, ajouté au pourcentage, mais qui est mis par les anticipations, voire par des spéculations sur le marché. Je vais besoin de commenter par Ennemi Germain sur quelques données que nous avons là. Et vous avez parlé tout à l'heure de financement monétaire. Nous remarquons de janvier à mai là, gagné une diminution. C'est presque 4 milliards de gouttes, alors que l'année passée, pour le même mois, c'était 11 milliards de gouttes. Ouais, mais le dollar continue à augmenter. Et il y a l'autre élément qu'on a regardé rapidement, question et exportation pour 6 premiers mois, ils font augmenter et importation diminuer, selon données et Banque centrale météo. On a deux ça. Là maintenant, nous devons essayer de faire comprendre que ces questions exportation et importation, nous devons essayer de dire ces financements monétaires, elles sont diminuées, mais le dollar continue à goût de la patate à qui bon, vous comprendre ça? Par rapport à la question déficit, c'est peut-être une petite bonne nouvelle que vous gagnez et déficit a diminué. Mais attention, le déficit est toujours là. OK? Ouais, le déficit a diminué considérablement. Par exemple, si vous voulez, et 2 janvier, par exemple, jusqu'à mai, donc on a seulement enregistré un financement de l'ABRH de pratiquement 4 milliards de gouttes en quelque sorte. Ouais. Alors qu'avant, il était 6 milliards. C'est-à-dire pour le trimestre précédent, dans le même exercice, il était 6 milliards. Donc soit prendre un glissement annuel ou rejoindre que son baisse très considérable. C'est vrai. Mais l'autre chose pour nous faire remarquer tout, c'est qu'après pays là, pour deuxième trimestre exercice, il faut dire que on manque à gagner en matière de perception de recettes, soit le donné de pratiquement 2 milliards de gouttes. On manque à gagner. C'est peut-être ça qui a alimenté question sur les déficits. Mais maintenant, c'est que toujours il y a des déficits. Et deuxièmement, encore une fois, c'est que ce n'est pas uniquement la question de déficit. Nous avons parlé de production, nous avons parlé d'importation, nous avons parlé d'exportation. Donc, c'est vrai que nous gagnons pour une période très courte. Et pas oublier, non, économie, c'est vrai que le très court terme, le court-termiste est important, mais il faut regarder comme c'est la tendance. Est-ce que ça va perdurer à travers, si on veut, le reste de l'année? Si elle perdure durant le reste de l'année, on est dans le structurel. Mais, encore une fois, pas oublier, non, ou gain production, je vais expliquer dans la exportation au cap frontière importance, ou gain importation qui font diminuer son période donnée. Son période donnée, il ne faut pas oublier ça, son période très courte, son période donnée, une période de 3 mois. En économie, 3 mois, c'est le court terme. Donc, on est dans une période de 3 mois. Mais parallèlement, tout à facteur ça, nous dit nous sommes un petit déficit quand même, mais tout, on a une incertitude qui grande tout dans le pays. C'est ça, oui, Mabdoula. C'est qu'on a une incertitude qui grande, qui, en tout cas, qui a alimenté l'anticipation ou bien des gens pas qu'on est non même de qui façon comme on dit que l'anticipation faite dans niveau ça. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que facteur est toujours là. C'est vrai que il y a de petites améliorations en quelque sorte, mais en tout cas, les causes sont toujours là, les causes sont importantes. Et deuxièmement, on a une situation d'incertitude qui prévaut et qui est très importante. Ça, c'est parce que c'est dans cette période ça, et justement, M. Germain, dollar monté comme ça. Vous voyez, par exemple, semaine passée, non, journée, dollar donné changé, non journée, non journée, où tu commences la journée avec un taux, dans le mi-temps, l'autre gens, et puis le final avec un autre taux. Oui, bon, il y a des journées même où on a perdu 25 centimes. C'est-à-dire, c'est inédit. C'est inédit. Donc, encore une fois, il faut regarder le poids des anticipations. Est-ce qu'il y a une main invisible derrière ça? Les anticipations, en tout cas, sont expliquées par la main invisible. La main invisible, c'est quoi? La main invisible, c'est qu'on ne voit pas la personne qui fait ça. On nous dit que c'est le marché, mais il y a des anticipations. En tout cas, comme tout le monde a fait anticipation, en tout cas, l'opréni ou dit que, écoutez, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la main invisible, justement, c'est la main invisible qui provoque les anticipations. Est-ce que dans l'histoire récente du pays, nous sommes arrivés à un niveau comme ça? Dans l'histoire récente du tout. D'ailleurs, je t'explique tout à l'heure que la perte de valeur de 22% qu'on a enregistrée en 2018, c'est une situation qu'on n'a pas vécue depuis 2002. Donc, c'est-à-dire que dans l'histoire récente, ou bien les 5 dernières années, ou bien les 10 dernières années, en tout cas, on n'a pas vécu ça. Et c'est pour ça que je viens de te dire justement, c'est une situation inédite que peut-être faut chercher à comprendre. L'autre, dans un commentaire, l'État central s'est réduit des dépenses.
Sur une dernière émission, tu as parlé, il faut que nous rationaliser Les les dépenses. dépenses. Ouais. Il ne faut pas dépenser, il faut pas aller plus haut que moi. Et nous, quand j'ai dit encore là, pas lever bras au côté de bac arrivé. Et là, pour le deuxième trimestre, par rapport au premier trimestre, baisse de 47% des dépenses de l'État. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important que nous entrions dans une situation de baisse. Mais encore une fois, et on va parler là de baisse de dépenses publiques, en tout cas, pour une période qui est extrêmement courte. Et en général, on peut regarder ça aussi à la fin de la journée, c'est-à-dire à la fin de l'exercice fiscal, en tout cas, combien de totalité a y. Parce que c'est ça qui est important pour qu'on fasse une analyse qui est plus poussée sur la question. Parce que second gouvernement, en tout cas, qui est sous pression. Quand on parle, par exemple, comme ça à la radio, on exerce des pressions considérables sur les décideurs politiques. Et que des décisions qui prennent pour une période donnée, des dépenses ont diminué. Donc, c'est vrai que c'est un signal. Moi, je l'appelle un signal important. Maintenant, est-ce que ce signal ça suffisamment fort? Et c'est là, oui, le plus important. Est-ce que ce signal est suffisamment fort et crédible pour que assurer les agents économiques? Parce que c'est ça, oui, où vont un signal? C'est vrai, mais maintenant, jusqu'à quand on va un signal ça pour que finalement, on dit c'est pas un signal lié encore, non, mais son fait, c'est-à-dire on est dans le structurel. Donc, c'est un aspect extrêmement important en termes de commentaires, je m'en démine. C'est extrêmement important que nous baissions les dépenses pour une petite période, mais il faut rester dans cette voie, parce que c'est cette voie qui est la voie vertueuse en tout cas. La voie vertueuse, mais entre-temps, et poche nous pas rien comme là dedans encore, parce que chaque fois le dollar a monté, il y a un impact sur la qualité de la vie nous par rapport à des dépenses qu'on a fait chaque jour. C'est clair, et c'est tout, et c'est un facteur essentiel dans la question de l'inflation. Hein. Parce que pas oublier, non? L'organe situation, ça fait justement, je vais expliquer là, c'est que ça érode le pouvoir d'achat qu'on a. C'est une situation d'érosion considérable du pouvoir d'achat qu'on a, ou bien qu'on avait, et que nous avons une situation qui rend nous beaucoup plus pauvres davantage. Bon, pour m'expliquer plus pauvres davantage, c'est que Donnie te dit que ou gagne dans le pays, il y a 60% de gens qui vivent dans la pauvreté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quantité de gens qui vivent tout sur ce qu'on appelle la ligne de la pauvreté. La ligne de la pauvreté veut dire que les gens qui sont là, sous ligne là, depuis qu'ils font pousser uniquement, ils tombent directement dans la pauvreté. Ils poussent uniquement, on pousse tout petit, ils tombent dans la pauvreté. Donc, il y a une situation d'érosion de pouvoir d'achat qui explique par tout ça qu'on est dans la question du taux de change qui nous préoccupe ce matin, c'est que justement, nous avons une situation côté que plus passé 60% de gens qui vivent dans l'économie. Donc, finalement, c'est une économie qui est transformée en une fabrique de pauvreté. Et c'est un million de trucs que tu fait, tu dit 17% pour ton inflation, c'est toi qui paraît plus élevé depuis octobre 2008. Oui, au fait, c'est justement le cas, mais aujourd'hui, on n'est pas à 17%. Okay? 17%, c'était pour le mois de février. Okay? Mais maintenant, pour le mois de mars, et heureusement, on a vécu une situation de baisse d'inflation, en tout cas qui était atteint le chiffre de 16,7%, c'est-à-dire une petite baisse. Mais maintenant, on va dire qui est extrêmement important par rapport à la question ça, c'est que cette inflation qu'on explique là, c'est un glissement annuel. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'année dernière, comment ça a été. Donc, c'est un glissement annuel. Mais dans la réalité, c'est-à-dire qu'en termes d'augmentation, les prix n'ont pas baissé. Les prix n'ont pas baissé. Donc, si vous regardez un glissement soufflé mensuel ou bien, entre guillemets, un glissement trimestriel, vous allez voir que nous avons une situation de hausse des prix. D'ailleurs, par contre, on est ce qu'on a dans le marché ou bien dans la market, ou après que prix va jamais baisser, même si on a une baisse d'inflation. C'est justement parce que l'inflation qu'on considère, qu'on explique, c'est une question d'inflation, un glissement annuel et que les gens utilisent très souvent. Mais dans la réalité, c'est-à-dire un rythme mensuel ou un rythme trimestriel, il y a certainement des augmentations assez substantielles des prix de l'économie. Parce que chaque semaine, soit sous tes market samedi ou tourner samedi prochain, bon petit qui monte, même si on 5 cm sous lit. C'est justement ça, Mabdou là. Donc, alors c'est pas une exagération quelque part. Je ne vais pas dire exagération. Je ne vais pas dire exagération parce que justement, je vais un panier spécifique de biens même, un panier spécifique, et que pour eux, en tout cas, est-ce que c'est situation marché qui explique ou bien en tout cas, est-ce que c'est les agents économiques, les offreurs de ces biens, c'est-à-dire les supermarchés qui décident de questions ça. Donc, je ne vais pas dire c'est exagération. Et on ne peut pas tout à fait dire parce qu'au fait, il y a un ensemble de biens côté que pas gagner un seul agent sur eux. Mais ça me veut dire que si par exemple, vous voulez acheter, je ne vais pas dire l'huile, non, on dit que vous voulez acheter une plume, par exemple. Il y a une multiplicité d'agents économiques qui vendent plume, par exemple. Je vais parler de plume à écrire. Il y a une multiplicité. Et c'est ça, vous allez un marché concurrentiel. C'est-à-dire que vous avez une concurrence sur le marché. Ça. Comme il y a une multiplicité d'agents, un seul agent n'a pas qu'à décider de prix. Par contre, vous comprenez.
Mais qu'on y a là, le problème qui se pose en Haïti, il a dit, on seul agence ou décider de prix, c'est ou pas vendre. Parce que une multiplicité ou pas une tendance pour influencer, ou pas une capacité pour influencer le marché. Mais ça, on est dans la théorie peut-être. Mais en Haïti, on a forcément des monopoles importants. C'est-à-dire qu'une fois que le monopole a augmenté le prix, tout détaillant, que marché des détaillants, ou bien marché qui est constitué par détaillants et peut-être acheteurs, ta concurrentiel ou pas, on se l'agent qui a influencé parce que justement, il y a un monopole. Il ne faut pas oublier, c'est une économie monopolisée, ou bien c'est une économie caractérisée par des oligopoles importants. Donc, comme son économie pratiquement comme ça, c'est peut-être un seul monde ou bien deux mondes qui importent tout cahier, qui importent toute plume, qui importent tout du riz. D'ailleurs, on connaît le marché du riz, c'est pratiquement 5 à 6 grands agents. C'est grands importateurs. Donc, ils ont gagné justement de capacité, j'en dis l'envoi, pour influer sous prix. Et au bras, je que problème ça, lié justement à l'organisation économique globale qui justement a trop monopole là-dedans qui vient faire que pas de concurrence. Et quand il n'y a pas de concurrence, c'est le consommateur final qui en paye le gros des conséquences. C'est pour ça justement qu'il serait bien utile de casser des monopoles. Moi, j'ai entendu le discours du chef de l'État à la RKL le 18 mai dernier qui dit que, écoutez, il faut s'attaquer aux monopoles. C'est une très bonne idée. Mais maintenant, quels sont les mécanismes qui vont conduire justement à cette cassation nécessaire des monopoles dans l'économie haïtienne? Parce que justement, la question du monopole, c'est fatal pour les consommateurs, c'est au final fatal pour l'économie de manière générale. Bon, après tant de décisions que tu menées, après des discours président et Jovenel Moïse sur question ça, parce que je dis c'est fondamental, c'est une ouais situation. Maintenant, cash monitoring, après mon quoi, elle était si il a un impact, surtout sur la question de taux de change là. Malgré ça, même si nous remarquons que je veux dire, il y a plus de discipline, l'État dépenser, ça rentrer, et ça même continue un impact sur JAP fonctionnaire, parce que je veux dire, fonctionnaire, puis le fonctionnaire, pas qu'à toucher à l'heure, il faut comme la rentrée pour le bail. Mais malgré ça, tout change à dégringoler, oui. Oui, bon, et je pense que dans la question ça, caché, monitoring ou management, ou bien j'ai enterré dernièrement, c'est un pacte de gouvernabilité économique et financière. Et je pense que, en quelque sorte, nous avons quelques petits résultats en termes de discipline, je te dis. C'est-à-dire que l'État, en quelque sorte, il diminue les dépenses. Dans le court terme, encore une fois, on est dans le court terme, il diminue les dépenses. Donc, c'est peut-être important. Mais maintenant, moi, ça me toujours critiqué par rapport à la question ça. Le cash management en soi, il n'a pas gagné aucune force intrinsèque, contrainte intrinsèque qu'il y a avec elle. Ce n'est pas parce qu'aussi on cash management, ce n'est pas parce qu'aussi elle qui fait que la respecter. Et d'ailleurs, quand même, la BRH finance l'État, quand même. Et ça a quand même un impact. À un degré moindre. Et ça fait me dire que c'est quand même un résultat qui est plus ou moins positif. Mais il n'y a pas de force intrinsèque. C'est pour ça que c'est la gouvernance. C'est au-delà d'une question de cash management. C'est la gouvernance économique financière de ce pays qu'il faut organiser davantage. Quand je dis la gouvernance économique et financière de ce pays, il faut quand même commencer à œuvrer pour la production dans ce pays, pour la discipline, pour la rationalisation, pour la rationalité au niveau des dépenses, pour l'efficacité, pour l'efficience. Donc, parce que lorsqu'on dit action ponctuelle, il y a des résultats, il y a des résultats ponctuels qui ne peuvent pas agir sous malade là en tant que tel. Parce que son malade nous là, il pas agir et d'ailleurs, après tellement il va agir que au ghetto de changement qui continue à dégringoler. Donc moi je veux dire que au-delà d'une question de cash management ou bien cash monitoring, c'est la gouvernance économique et financière de ce pays globalement qu'il faut repenser. Banque centrale pas qu'à faire pour camper l'hémorragie ça. Banque centrale gagne tout le monde toujours et lui même seulement connaît à l'aide de simulations qu'elle fait qui résultat au cabaye. Dollarisation pas ta réponse tout. Parce que permettre que tout le monde touche un dollar, non? La dollarisation, c'est quoi? Il faut comprendre. La dollarisation, il y a deux types de dollarisation. Une dollarisation de fait, c'est-à-dire que réto l'économie en dollarisée. Une dollarisation, il y aurait une dollarisation officielle, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui prend une décision de dollariser son économie. En Amérique centrale, il y a un pays qui fait. Par exemple, si on prend le cas de l'Équateur, du Salvador, du Guatemala, donc ce sont quantité de pays qui dollarisent l'économie. Mais il y a une raison de faire dollariser l'économie, c'est justement ça qu'on a parlé, c'est que en situation d'instabilité macroéconomique. Lorsqu'il y a une situation d'instabilité macroéconomique, là, notamment en situation d'hyperinflation, parce qu'il faut être d'accord, nous sommes en situation d'hyperinflation. Une inflation à des chiffres, c'est une situation d'hyperinflation. Donc, lorsqu'il y a décidé de dollariser l'économie. Mais de fait, ça me le dit, c'est que l'économie haïtienne est dollarisée. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on est total dépôt dans toute banque commerciale, total dépôt en dollars, c'est plus de 61%.
Plus de 61%. Parce que nous comprennent, ils ont perdu confiance, j'en ai dit tout à l'heure, en la monnaie nationale, et on connaît que la gourde n'est plus une réserve de valeur en quelque sorte. Eh bien, justement, il faut se cacher derrière le dollar. Et c'est pour ça que vous allez joindre 60 plus passé 61%. Dépôts qui fait dans la banque commerciale, c'est justement des dépôts en dollars. Donc, c'est une économie très partiellement dollarisée. C'est sa situation, son économie très partiellement est dollarisée. Maintenant, si nous parlons de dollarisation officielle, c'est là que doit se situer le débat. Moi-même, pas qu'à dire aujourd'hui s'il faut dollariser ou pas. Moi-même, je suis pour l'étude, je suis pour la technique, je suis pour la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un ensemble d'études, il y aurait en économie en général, simulation, un ensemble de simulations pour faire dans l'économie pour dire que si nous dollariser, ça baille, si nous pas dollariser, ça baille. Mais forme donc que grand pile fanatique, par exemple, les altermondialistes, les marxistes, qui pas pour dollarisation parce qu'on dit que quand on entre dans la question de la dollarisation, on perd de sa souveraineté monétaire. Ça, c'est un autre débat. On peut faire ce débat après. Mais en tout cas, il est clair que dans les faits, la dollarisation apporte la stabilité. C'est-à-dire que l'argent ne pas qui dans poche, elle pas érodé au jour le jour parce que justement, tu as une économie dollarisée. Donc, ça ne veut pas dire que le pas érodé par rapport à l'euro, non, parce que l'euro compte pas valeur sur le dollar, mais au moins, tu es arrivé à une situation de stabilité et l'inflation peut être plus ou moins maîtrisée dans le cas d'une dollarisation. Quand pile économiste, par exemple, pour étudier un capteur de nous, par exemple, Sofia Castillo, on économiste Sofia Castillo, il théorise cette question sans pile, il montrer avantage à inconvénient de dollarisation. Moi-même, je suis pour l'étude, il faut faire des recherches, il faut faire des simulations pour voir est-ce que la dollarisation peut être la meilleure option pour l'économie nationale avant de passer justement à la dollarisation ou pas passer à la dollarisation. Nous avons un gouvernement Kounia, nous avons deux séances à voter au niveau du Sénat de la République. Jusqu'à présent, sénateur pour dire qu'il y a recevoir le gouvernement. Entre-temps, l'Union européenne dit pas qu'il y a un budgétaire sur le gouvernement. FMI allait dans le même sens là. Et recettes publiques, pas même pour aider à faire face à la réalité de la budget, qui pourra, absence gouvernement, un gouvernement légitime gagné, non, ça n'a vivre comme réalité économique, surtout la question de changement et l'économie jamais. Bien, quand on prend exemple et on va dire de ses partenaires internationaux, qui disent que c'est un seul bail, ils disent que dans ce qu'on vivre là, Sergino, c'est que les handicapés, tes transactions avec le reste du monde, c'est ça le jouer. Parce qu'il faut comprendre. Et le FMI dit ça, c'est légitime, oui. C'est très légitime qu'il dise ça, parce qu'on a besoin d'interlocuteurs, encore une fois, légitimes. Parce que si vous n'avez pas d'interlocuteur, des gens engagés avec eux, vous connaissez des gens provisoires qui peuvent aller par exemple dans un mois, qui peuvent aller dans 15 jours, ou pas qu'à faire affaire avec eux. Donc, c'est encore une fois, on a un message, ou bien un message de plus pour eux, donc que, eh bien, lorsque on est dans une situation d'incertitude, son situation d'instabilité liée, son situation d'instabilité gouvernementale, parce qu'il n'y a pas parlé d'instabilité politique, où est seulement le président qui a tombé, mais le gouvernement a appelé de tomber, son situation d'instabilité gouvernementale, donc chaque 6 mois, changer de président. Je voulais donc que tout ça, il n'y a pas sans impact dans la question de taux de change, il n'y a pas sans impact dans la question transactions économiques et financières qu'on a gagné avec le reste du monde, et il n'y a pas sans impact. Il n'y a pas sans impact sur ça, mais sur l'économie globale, ça va gagner un peu l'impact, et les conséquences vont être lourdes si quand même nous persister dans ces genres de situations, si nous ne pas changer de comportement en ce sens. L'école n'a pas trop arrivé, puisque l'école va le fermer là, mais septembre, c'est pour demain. Et dollar qui a monté là, fait un pile par qui est cassé. Quand il y a des gens qui craignent d'arriver dans 100 gouttes et même dépasser 100 gouttes, sur le très court terme, et nous jamais, qui ça l'autorité est capable de faire là, pour permettre que nous parlions plus loin que j'en ai, puisque matin, en 91, 92, il y a des entreprises de la place qui ont changé à 94 gouttes pour un dollar. Bon, moi, sur le très court terme, on ne va pas parler de production là, ok? C'est que d'abord, on pense qu'il faut persister dans la voie de la discipline budgétaire, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut vraiment commencer par envoyer des signaux qui vont dans le sens de la stabilité dans ce pays. Parce que l'instabilité, agent de change, ou bien tout acteur économique ne peut pas dormir du tout. Très court terme, il faut vraiment un gouvernement qui voit des signaux crédibles qui dit que nous avons une stabilité socio et politique dans ce pays. Parce que là, pas de stabilité sociopolitique ou pas de stabilité économique ou pas de stabilité macroéconomique. Donc, sur très court terme, à part problème structurel, pour commencer à poser, par exemple, des questions d'incitation à la production. Parce qu'il faut inciter la production. Il faut des programmes de crédit orientés à la production. Parce que c'est trop facile que je dis là, plus grande partie crédit qui est accordé par les banques commerciales, c'est pour la consommation. Je dis qu'il faut gagner des crédits qui orientent production agricole ou bien agroalimentaire de façon spécifique. D'ailleurs, on va soit regarder poids, comme si importation, type de biens ça et bien dans l'économie, après que l'extrêmement important, je rappelle qu'en 2018, on a importé des produits alimentaires et agroalimentaires pour 909 millions de dollars.
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est extrêmement important. Donc, moi, je me dis que, à part la mise en place de ces incitations, il faut persister dans la discipline budgétaire. Et troisièmement, il faut quand même que le gouvernement, quand on dit le gouvernement, je voulais parler de tout l'État même. L'État, il faut que nous commencions à envoyer deux signaux crédibles pour calmer les esprits, pour que justement nous soyons capables d'arriver dans cette situation de stabilité qui est fondamentale pour la vie économique, qui est fondamentale pour le fonctionnement de plein régime de la machine économique. Pas un accord entre les banques commerciales et la Banque centrale? Non, c'est pas possible. Pour grand pile l'accord entre eux. Grand pile Il y a quand l'accord même entre eux. que Jean va aller là, Jean l'a dérapé dans nous là pour ne pas continuer. BRH peut-être pas des outils ça n'amène pour modèle parce qu'on a un marché qui flottant. BRH peut-être pas des outils ça n'amène et BRH a uniquement agi encore une fois à l'aide des outils que les gagnent qui c'est un intervention sur le marché qui c'est deux les réserves obligatoires soulevées de façon globale pour que en tout cas les capables essayer de stabiliser tout au moins parce que au moins il faut stabiliser tout au moins le taux de change parce que m'expliquons plusieurs fois que quand il n'y a pas de stabilisation du taux de change l'argent économique et individuel qu'on y a, moi-même, investisseur, l'État même pas planifier. Parce que justement, on goûte qui a perdu trop de valeur chaque jour davantage. Parce que, pas plus que hier, nous avons un camarade qui a dit en août, il a besoin de 25 000 gouttes pour répondre à l'obligation. Je veux dire, il a besoin de plus que 60 000 gouttes pour répondre à la même obligation. C'est pas étonnant. Pendant temps, ça n'allait pas augmenter. C'est pas étonnant. Donc, c'est ça que je t'explique que son situation capable de pauvrir chaque jour davantage. C'est pour le malheur du pays. Hein. Pour le malheur du pays. Globalement, hein? Globalement, tout le monde. Maintenant, c'est comment trouver cette entente entre les différents acteurs économiques, les différents agents économiques? C'est peut-être pas. Si entente il faut. Si entente, il faudrait entente en tout cas. C'est peut-être pas bon côté de façon spécifique, mais c'est vraiment, pour moi-même, c'est à l'échelle superstructurelle qu'il faut commencer par agir, c'est-à-dire au niveau de l'État même. Parce qu'au fait, on est d'accord. La question de l'intervention de l'État dans les économies est fondamentale. Et c'est l'État qui est intervenu pour que les stabiliser la situation. C'est l'État qui est intervenu pour le réguler. Si l'État n'a pas des outils, que l'État va être les outils pour le faire ça. C'est ça la question. Donc, si vous n'avez pas des outils pour agir dans un sens ou dans l'autre, c'est l'État qui va être les outils pour agir dans un sens ou dans l'autre. Sinon, ça est capable de faire porter vraiment un gros problème au gouvernement, à l'autorité en place. J'ai expliqué dans un tweet qu'aujourd'hui, la véritable opposition dans ce pays, ce n'est pas des partis politiques. Encore moins des membres du secteur privé. Mais c'est la situation économique globale de ce pays qui est mourante en tout cas. Mais qu'on a un agent économique capable de servir à ça. Oui, sont âmes puissants liés. Sont âmes puissants parce que justement, nous avons expliqué en début de l'émission que le taux de change touche aux intérêts de tout le monde. Donc, sont âmes populaires que liées, sont âmes à destruction massive. Donc, lorsqu'il y a des gens qui ont la capacité pour influer sur le taux de change dans une façon ou en l'autre, c'est clair que ils sont capables d'utiliser pour provoquer des situations qui ont des intérêts individuels, des intérêts groupuscules. C'est ça la question. Donc, oui, ils ont utilisé pour que ils règlent les questions, pour joindre des intérêts qui ne sont pas forcément favorables à la collectivité, qui ne sont pas favorables à tout le monde. Ils ont utilisé le CUNA ou même qu'ils sont faire comme autorité, pour finir. Son autorité, ou un pouvoir pour intervenir sur le marché, mais si vous n'avez pas des outils pour intervenir pour stabiliser la conjoncture, la stabilisation de la conjoncture, qu'on va être tous les outils pour faire. Merci un peu, Enomi Jamais. Je suis content de parler avec vous. C'est mon pour remercier Sergino. Voilà, notre invité ce matin, l'économiste Enomi Jamais. Tu parles de taux de change, c'est quand même un sujet d'actualité. Qui ça fait là et qui ça nous fait pour nous faire cette tendance-là. Tout avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.